introduire le sujet d'aujourd'hui, il existe en matière de prévention 3 facteurs à prendre en considération d'une manière générale. On se focalise souvent sur les facteurs techniques, ça représente pourtant une très faible part des causes d'accidents du travail. On a tout intérêt à s'occuper des facteurs organisationnels, puisque ça représente une part non négligeable de la prévention. Mais le facteur le plus important, et c'est ce que David est venu nous présenter aujourd'hui, c'est le facteur humain. Je l'avais mis dans l'invitation. Aujourd'hui, près des 2 tiers des accidents du travail ont pour cause le facteur humain sous toutes ses formes. Je vais passer la main à David, qui va déjà se présenter et puis rentrer dans ce sujet aujourd'hui sur, dans notre tête, en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ce facteur humain a tant d'importance dans nos actions au quotidien. Je te passe la main, David, et puis merci à toi de venir nous expliquer et nous exposer cette thématique. Bonjour à tous, donc très heureux de vous trouver ou de vous retrouver et vraiment désolé pour la dernière fois, je crois qu'on avait eu des problèmes de connexion, donc j'espère que cette fois-ci ça ira mieux. Donc effectivement, et j'espère que vous allez pouvoir voir un tout petit peu ma présentation. Comme Eric l'a expliqué aujourd'hui, on se rend compte que le comportement en entreprise, le comportement humain en entreprise a un vrai impact parce que, Eric l'a dit dans sa présentation, aujourd'hui, les derniers chiffres sont 68% des accidents de travail sont liés à un comportement humain. Ça, c'est globalement des chiffres qu'on retrouve en France. Dans les pays anglo-saxons qui n'ont pas tout à fait la même manière de mesurer, la même unité de mesure, on frôle même les 80% des accidents de travail qui sont liés à un comportement humain. Alors quand on veut dire comportement humain, on est d'accord sur l'idée que c'est soit l'humain qui a provoqué l'accident, soit l'humain a aggravé une situation d'accident, soit il n'a pas pris les mesures de prévention de sécurité qui auraient pu soit éviter l'accident, soit en limiter sa gravité. Mais le fait est, c'est que dans la majorité des accidents de travail, on retrouve un humain. Dans certaines entreprises, des études ont été faites et ces études ont démontré que dans 80% des événements dangereux, on retrouve une personne expérimentée. C'est-à-dire une personne, ça fait longtemps qu'elle est là, ça fait longtemps qu'elle fait le job, elle le fait très bien, elle a pas de soucis. Le fait est, c'est que dans 80% de ces événements dangereux, on va retrouver ce type de personnes. Et puis, pourquoi s'intéresser à la neuroscience aujourd'hui? C'est que quand même, derrière un accident de travail, la première raison pour laquelle un accident de travail est problématique, c'est que c'est d'abord un humain qui s'est fait mal. Un humain qui, soit si on a de la chance, va avoir un accident bénin, soit si on a moins de chance, va avoir un accident grave, va peut-être perdre une partie de son intégrité physique, etc. Et donc, au-delà de toutes les obligations réglementaires qu'on peut avoir, s'interroger sur comment je peux améliorer le comportement humain va forcément nous amener à dire l'humain est important, c'est la pièce maîtresse de mon entreprise, donc je veux que mes salariés rentrent chez eux en bonne santé en gardant leur intégrité physique. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut qu'on trouve des solutions pour diminuer les accidents de travail. Et puis comme non plus on n'est pas dans Disneyland quand même, il faut aussi être très pragmatique, il y a aussi l'impact qu'un accident de travail a sur l'entreprise, notamment en termes organisationnels, parce que quelqu'un qui n'est pas là, c'est du remplacement, c'est une désorganisation, etc. Mais il y a aussi l'aspect financier au travers du taux AT-MP. La majorité peut-être des personnes présentes qui sont là savent très bien ce qu'est le taux AT-MP. Chaque accident coûte de l'argent à l'entreprise, que ce soit en coût direct ou en coût indirect. Donc l'idée vraiment, c'est de comprendre. David, oui. David, excuse-moi, petit break. On me signale qu'on est toujours coincé, et je le confirme, sur la première diapositive. Voilà. On va le faire comme ça, hein, on va le faire comme ça, c'est pas... Voilà, c'est un problème de plein écran, mais reste comme ça, et comme ça permet de défiler au fur et à mesure. Je te laisse continuer, David. Non, merci beaucoup pour la précision. Donc, le fait, c'est que c'est intéressant de s'interroger sur
quelle influence je peux avoir sur le comportement humain pour faire baisser les accidents de travail et ainsi permettre à mes salariés de rentrer chez eux et de continuer à pérenniser l'activité de mon entreprise. Donc en fait, on va se poser deux questions ce soir. Première question, est-ce que dans un accident de travail ou dans une situation dangereuse, est-ce que mon cerveau ou le cerveau de mon salarié joue un rôle? Et deuxième question, est-ce que le cerveau va être un ami ou un ennemi? Autrement dit, est-ce que je vais pouvoir lui faire confiance dans ses réactions et dans ses analyses, ou alors est-ce qu'il va falloir que je me méfie de mon cerveau? Alors, c'est les quelques idées qu'on va aborder ensemble voilà, durant les 40 minutes qui nous restent. Alors, première question, est-ce que notre cerveau peut faire plusieurs choses à la fois? Alors, si on était en présentiel, certainement, on aurait des réflexions genre oui, les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, pas les hommes, enfin, ouais, plein de réflexions comme ça. En fait, la question comme elle est posée ne peut entraîner qu'une réponse positive. Oui, notre cerveau peut faire plusieurs choses à la fois. La preuve en est, c'est que probablement vous êtes devant votre ordinateur, j'espère que vous m'écoutez un peu et peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose à la fois. J'espère au moins respirer, par exemple. Donc notre cerveau peut faire plusieurs choses à la fois. En fait, la vraie question qui va nous intéresser, c'est est-ce que notre cerveau peut faire consciemment plusieurs choses à la fois? Et c'est là qu'en fait, la situation va légèrement se compliquer. Est-ce qu'il peut faire plusieurs choses consciemment en même temps? Alors pour répondre à cette question, je vous propose une vidéo. Alors, je vous explique. Le sens de la vidéo, elle est en anglais, mais vous n'avez normalement pas besoin de comprendre l'anglais. Grosso modo, un inspecteur arrive sur une scène de crime et avec l'environnement, il est capable, lui, de discerner qui est le coupable. Donc, ce que je vous propose, c'est de trouver le coupable avec l'inspecteur. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Alors, pour ceux qui ont compris l'anglais, vous avez compris, je vous fais un rapide résumé. Il a interrogé les trois, donc la femme de ménage, le majordome et la jardinière. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, la jardinière, bon bref. Et donc, grosso modo, il accuse la personne qui s'occupe du jardin d'avoir tué Lord machin, là, parce qu'il n'y a pas de pétunia au mois de mai. Et en fait, la question qu'il pose à la fin est intéressante. Il dit, ben voilà, j'ai observé que c'était la personne qui faisait le jardin la coupable, mais il vous pose la question à vous, quel type d'observateur êtes-vous? Autrement dit, durant ce film-là, hormis qui est coupable, est-ce que vous avez vu ou perçu des choses? Alors, regardez la réponse. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bon, alors, évidemment, pour ceux qui voient pour la première fois ce film, il est très étonnant, parce qu'en fait, au-delà de l'histoire, il y a 21 changements de décor. Il y a 21 changements de décor. En fait, alors si on était peut-être un peu plus en interactivité, ça serait intéressant de savoir combien nous avons perçu de changements.
Alors peut-être ça serait 1, peut-être ça serait 2, peut-être parmi vous il y a des, j'allais dire des extraterrestres qui ont vu les 21 changements. Alors j'en ai jamais rencontré, mais c'est possible, hein. Même en sachant qu'il y a des changements, en fait, on ne les voit pas. On les voit pas. Ouais. On n'arrive pas, on en détecte un ou deux. Certaines personnes là, constatent que le chevalier avait bougé. Mais même si on le connaît, le film, en fait, on n'arrive pas à voir tous les changements qu'il peut y avoir. En fait, c'est quasiment impossible. En fait, la vraie question, c'est pas est-ce que nous avons vu les changements, mais est-ce que votre cerveau a perçu les 21 changements? Est-ce que votre cerveau a eu la capacité de noter les 21 changements? Eh bien, la réponse à cette question est oui. En fait, notre cerveau a cette capacité d'analyse, en fait, extraordinaire. Alors, pour vous donner une idée, en neurosciences, on estime que le cerveau est capable de percevoir 400 000 unités d'information à la seconde. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, 400 000 unités d'information à la seconde. Et avec ces informations-là, il prend des décisions. Soit il décide de nous remonter les informations. Alors par exemple, on a vu 1 ou 2 changements, ou peut-être que, comme la question était qui est le coupable, peut-être que le cerveau vous a donné une indication sur qui était le coupable. Mais le fait est, c'est que le reste des choses qu'il a perçues, il ne nous les a pas remontées. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau répond à 2 logiques. Premièrement, il fait ce qu'on lui demande, ou plus précisément, il répond aux questions qu'on lui pose. Or, la question qu'on lui avait posée là, c'est à votre avis, qui est le coupable? Donc lui, s'est évertué à vous donner des informations pour répondre à cette question-là. Donc, il répond aux questions qu'on lui pose. Et deuxième paramètre, il prend des décisions sans nous demander. En fait, il y a une chose de dingue, c'est qu'en fait, notre cerveau prend des centaines et des centaines de décisions par jour. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est que notre cerveau prend 35 000 décisions par jour. En fait, c'est un truc de fou. Il est sans cesse en train de mouliner. Il prend des décisions comme ça sans nous demander. En fait, l'idée, c'est que comme on ne peut pas prendre, nous, 35 000 décisions, lui, il les prend à notre place. En fait, on estime à 90 à 100 le nombre de décisions que nous prenons consciemment. C'est-à-dire qu'en toute conscience, je choisis ma robe bleue plutôt que la verte, je choisis tel chemin plutôt qu'un autre. Ça fait partie des décisions constantes. Grosso modo, chaque individu que nous sommes, nous prenons entre 90 et 100 décisions par jour. Le reste, c'est le cerveau qui les prend à notre place. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, hein? Ça veut dire que lui prend 34 900 décisions sans nous demander. Alors, dans ces 34 900 décisions, il faut quand même dégager au moins 2 types de décisions. Il y a les décisions qui sont de l'ordre du fonctionnel ou de la survie. Respirer, faire battre cœur, poumon, etc. Ça, c'est des décisions qu'on va appeler de l'ordre pour notre survie. Et puis, il y a les autres décisions qui vont être l'objet de notre conversation. En fait, grosso modo, nous passons 95% de notre temps en mode automatique subconscient. C'est-à-dire, on est en mode automatique, le cerveau, lui, il pilote, il prend les décisions sans même que nous nous en rendions compte. Par contre, nous passons seulement 5% de notre temps en mode attentif conscient ou adaptatif conscient. Grosso modo, c'est nous qui réfléchissons et qui prenons les décisions. Donc, vous voyez ce découpage, hein, en temps, 95 en mode automatique, 5% en mode attentif ou adaptatif conscient. Alors, pour entrer pas trop, mais un tout petit peu dans les détails quand même, c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans le cerveau. Le mode automatique, ça se situe dans la zone de noyaux gris centraux. Donc, je vous ai mis un petit cerveau pour identifier la zone. Grosso modo, cette zone-là, elle gère les activités routinières et les automatismes. C'est là qu'on passe 95% de notre temps. Et elle a une caractéristique, cette zone, elle est très peu énergivore. En fait,
Pour fonctionner, le mode automatique subconscient n'a besoin que de 5% de l'énergie disponible dans le corps. Donc, les automatismes sont peu énergivores. La zone de cortex préfrontal, autrement dit la zone qui réfléchit, qui fait les analyses, etc. Bon, ben, comme son nom l'indique, elle est située juste derrière le front. Elle fait partie du cortex, donc c'est pour ça qu'on dit le cortex préfrontal. Grosso modo, analyse, diagnostic, décision. C'est la zone qui fait les analyses et les décisions. Elle est aussi impliquée dans les apprentissages, alors que ce soit pour les enfants ou pour nous adultes. C'est le cortex préfrontal qui apprend les nouvelles choses. Et alors, ce cortex préfrontal, lui, il a une caractéristique. En fait, cette caractéristique, c'est cette zone-là, elle est hyper énergivore. En fait, lorsque le cortex préfrontal se met en marche, il a besoin de 20% de l'énergie disponible dans le corps. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que d'un côté, on a une zone automatique qui n'a besoin que de 5% d'énergie pour fonctionner. Et grosso modo, le cortex préfrontal, il a besoin de 20% de l'énergie disponible dans le corps pour fonctionner. Et de ces deux chiffres, donc 5% et 20% de l'énergie, se déduisent ou découlent deux principes fondamentaux. Premier principe, vous savez peut-être que dans votre boulot, je sais pas quel boulot vous faites, mais vous passez vos journées à être derrière un ordinateur ou en réunion, à faire des analyses, des mails, des tableaux, etc. Et à la fin de la journée, vous êtes crevé, puis vous racontez ça à un de vos copains et vous dites « Oh là, aujourd'hui j'ai passé ma journée au bureau, je suis crevé ». Et là, votre copain ou votre copine dit bah, « Je comprends pas, me dis pas que tu es fatigué, tu passes tes journées, tes fesses posées sur une chaise. » Bon. Si quelqu'un vous dit ça, alors d'abord, c'est pas très gentil. Et puis, d'un autre côté, c'est faux. C'est faux pour la raison qu'il y a à l'écran. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va être dans des activités qui demandent de la concentration, qui font appel au cortex préfrontal, eh bien, ça va être des activités hyper énergivores et on va être crevé. Et c'est normal qu'on soit crevé. Et ne culpabilisez pas d'être fatigué parce que c'est hyper énergivore. Alors, c'est sûr, hein, c'est pas la même fatigue que si on creuse des tranchées ou si on travaille en usine. Mais c'est tout aussi fatigant. Donc on ne compare pas là, mais l'activité cortex préfrontal est hyper fatigante. Et puis le deuxième principe qu'il va falloir tirer, à votre avis, le cerveau, lui, préfère quel mode? Est-ce qu'il préfère le mode automatique ou est-ce qu'il préfère le mode cortex préfrontal? Ouais, si on vous posait la question là. On aurait tendance à penser que c'est le mode automatique que notre cerveau va préférer. Bien sûr. Voilà. C'est ce qui est répondu également là sur le chat. Le mode automatique, puisque on cherche toujours l'économie en fait. Exactement. En fait, une des grandes découvertes de la neuroscience, alors qu'elle a l'air toute bête comme ça, hein, mais qui est vraiment fondamentale, la plupart de nos comportements vont être influencés par la priorité qu'on vient d'évoquer. Le cerveau va vouloir faire des économies d'énergie. Ça veut dire que naturellement, lui, il va basculer en mode automatique. Et en fait, la question centrale de notre discussion de ce soir est la suivante. Puisque nous passons 95% du temps en mode automatique, est-ce que nous avons de bons ou de mauvais automatismes? Est-ce que dans ces 95% du temps, est-ce qu'on peut être sûr que notre cerveau va prendre de bonnes décisions? Et en fait, si on voulait pousser le curseur ou le raisonnement un tout petit peu plus loin, la vraie question est-ce que nous avons pouvoir sur nos automatismes? Alors, pour répondre à cette question, nous allons parler de ce que l'on appelle la neuroplasticité. Alors, grosso modo, on ne va pas chercher bien loin dans l'explication ou la définition. La neuroplasticité, c'est la capacité qu'a notre cerveau à se transformer. Autrement dit, à évoluer.
Et en fait, comme vous l'avez bien compris dans sa définition, nous avons pouvoir sur la capacité de notre cerveau à se transformer. Alors, on va prendre une illustration simple. Vous allez voir qui va illustrer notre propos. Alors, la plupart d'entre nous, nous sommes déjà rentrés dans une voiture avec une boîte automatique. Soit on en a une aujourd'hui, soit peut-être une voiture de loc ou un jour, on a conduit une voiture qui avait une boîte automatique. Alors, c'est très étonnant, mais la première fois qu'on a posé nos fesses dans la voiture boîte auto, donc vous voyez, vous vous asseyez, bon. Alors, question, votre cerveau, il était en mode automatique ou en mode cortex préfrontal la première fois? Est-ce qu'il était en mode automatique ou en mode analyse? En automatique, on a l'habitude de monter dans une voiture. Ouais, mais malheureusement, alors je t'embête Eric, et pardon hein, de te contrarier, ça m'embête de te contrarier, mais dès qu'il a compris qu'il avait affaire à une situation nouvelle qui était la boîte automatique, Oui, il s'est mis évidemment en mode cortex préfrontal. tout à fait. Et il a découvert qu'il y avait une anomalie, il manquait une pédale. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, le mode cortex préfrontal s'est mis en route et le cerveau s'est posé une question. Qu'est-ce que c'est que ce bordelum? Et pardonnez-moi l'expression, mais qu'est-ce que c'est que ce bordelum? Et là, eh ben, il a fait son analyse. Il a vu qu'effectivement, comme tu le disais Eric, il manque une pédale à gauche, le moitié de vitesse, il est un peu bizarre, il ne bouge pas comme les autres, il y a des boutons en plus, en moins, bon bref. Et en fait, quand il est en mode cortex préfrontal, le cerveau a la capacité de créer des schémas mentaux. La capacité de créer des schémas mentaux. Alors, un schéma mental, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça. C'est le cerveau qui crée ce qu'on appelle un neurone. Alors, vous avez déjà entendu parler d'un neurone. Alors, un neurone, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais que parmi vous, il y a des spécialistes, donc je vais volontairement faire simple parce que le but n'est pas de rentrer dans les détails, mais un neurone est une information. Notre cerveau a la capacité de créer des neurones jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au dernier jour de notre vie. Donc là, dans la voiture boîte auto, il crée globalement le neurone, il manque une pédale, tiens, le boîtier de vitesse est un peu bizarre, il y a des boutons en plus, en moins. Donc il crée des informations. Et ces informations-là, qu'est-ce qu'il va en faire? En fait, il va les relier entre eux par ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, globalement des synapses. Pour faire court, hein, une synapse, c'est la fibre, l'Internet, le système de transmission d'informations d'un neurone à un autre. Bon, et pourquoi il a relié ces neurones entre eux? Ben, c'est parce qu'ils avaient un lien avec la situation qui est la découverte de la boîte automatique. Donc, il a créé ces neurones, il les a reliés entre eux par les synapses, ces neurotransmetteurs, et à un moment, il envoie une impulsion électrique et on démarre. Alors, la première fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais grosso modo, on y va mollo, on démarre doucement, la première vitesse se passe toute seule, tiens, c'est bizarre, puis la deuxième, la troisième, et puis arrive le premier virage, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on débraye. On appuie sur la pédale de frein, pas sur l'embrayage puisqu'il n'existe pas, on prend le volant dans la tête, mais globalement, ça se passe bien, et puis on arrive à conduire. Donc ça, c'était la première fois. Suivez-moi bien, on arrive, vous allez voir où je veux vous emmener. La deuxième fois que nous sommes rentrés dans la voiture boîte auto, la deuxième fois, est-ce qu'on était en mode automatique ou en mode cortex préfrontal, la deuxième fois? Préfrontal? Allez, Oh, je le prends. Bien sûr, la deuxième fois, on est quand même en mode découverte. On s'assoit dans la voiture, le cortex préfrontal dit « tiens », il se pose une question, qu'est-ce que c'est que ce bordelum? Sauf que là, le cortex préfrontal, oui, mais ce truc-là, je l'ai déjà vu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans sa banque de données le schéma mental. Vous vous rappelez qu'on avait créé la première fois. Et la deuxième fois, voilà ce qu'il fait. En fait, il va densifier le schéma mental. En fait, il va l'accrémenter, il va rajouter des informations, il va le compléter. Et plus intéressant encore, il va y rajouter des connexions synaptiales, de manière à ce que la deuxième fois, le schéma soit plus rapide, plus fluide que la première fois. En fait,
Au fur et à mesure qu'il va rentrer dans la voiture et qu'il va utiliser une boîte auto, il va rajouter des informations et il va densifier les connexions neuronales, synaptiales, de manière à ce que le schéma aille de plus en plus vite. Alors, juste pour vous donner, j'ouvre une parenthèse, une petite information alors, extraordinaire, je ne sais pas comment ils ont fait. La vitesse moyenne de transmission de l'information entre deux neurones, c'est entre 430 et 500 km/h. En fait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Autrement dit, dès que le schéma est constitué et qu'il est de plus en plus utilisé, eh bien la vitesse d'information du schéma mental va de plus en plus vite. C'est bon là? Vous m'avez suivi jusque-là? Eh bien on y est maintenant. On y est. À votre avis, quel est le lien avec la prévention et la sécurité? Pourquoi on parle du schéma mental, des neurones, des synapses, quand on parle des accidents de travail et du comportement humain face aux situations dangereuses? Eh bien, le lien, il est tout simple. Alors, je vous le fais un peu cash, et puis après, on débriefera dans quelques minutes quand on pourra échanger un petit peu. En termes de comportement, dans une entreprise, le salarié n'a que deux possibilités. Il n'y en a pas 50, vous voyez, il n'y en a pas 5, il n'y en a que deux. Première posture, le salarié qui dit « j'en ai rien à foutre de la prévention et de la sécurité, moi, ce n'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas, puis de toute façon, j'ai jamais eu d'accident, et puis de toute façon, moi, je ne suis pas là pour mourir au travail, je fais assez attention, donc ne me saoulez pas avec la prévention et la sécurité, ce n'est pas mon problème. » Bon, alors peut-être que vous avez déjà entendu ce type de discours. Très honnêtement, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Le problème, c'est qu'un salarié qui raisonne comme ça empêche son cortex préfrontal de faire des analyses de situation et donc le salarié ne crée pas en lui de schémas mentaux, prévention, sécurité. Puisqu'il ferme son esprit, il ne peut pas créer des schémas qui peut-être un jour lui serviront au moment où une situation dangereuse va se présenter, elle va se déliter, elle va s'aggraver, il va devoir, ce salarié, prendre une décision. Son cerveau n'aura pas de schéma préenregistré. Et le problème, c'est que quand un schéma n'est pas préenregistré, le salarié va perdre beaucoup de temps pour prendre une décision. Pour vous donner une idée, quand le cortex préfrontal, suite à une analyse faite rapidement de situations dangereuses, si le cortex préfrontal doit prendre une décision et qu'il n'y a pas de schéma mental préenregistré, écoutez-moi bien ce que je veux dire, c'est un truc de fou, il va lui falloir 5 fois plus de temps pour prendre une décision. Quand il n'y a pas de schéma mental préenregistré, il faudra au cortex préfrontal 5 fois plus de temps pour prendre une décision. Il lui faudra 5 fois plus de temps. Vous voyez, je suis lourd, hein? Il lui faudra 5 fois plus de temps pour prendre une décision. Et vous avez noté dans ma formulation, et c'est pour ça que j'ai été lourd, il lui faudra 5 fois plus de temps pour prendre une décision. Je n'ai pas dit une bonne décision. Parce que le cerveau, lui, si on ne l'a pas éduqué pour prendre une bonne décision, il prendra une décision que lui jugera bonne, mais qui ne sera pas forcément bonne pour notre intégrité physique ou pour éviter la situation dangereuse et l'accident. Donc la première posture qui est de dire « moi j'en ai rien à foutre de la prévention et la sécurité », c'est un salarié qui ne met pas en lui des schémas mentaux disponibles pour que son cerveau puisse prendre de bonnes décisions. Deuxième posture, oui, la prévention, la sécurité, ça me saoule, j'en ai marre qu'on me répète tout ça. Ouais, mais quand même, la prévention et la sécurité, c'est de ma vie dont il est question. Et alors, et encore quand on dit c'est de ma vie dont il est question, c'est pas vraiment vrai.
parce que ce n'est pas seulement ma vie dont il est question, c'est ma vie, celle de mon conjoint, celle de mes enfants, celle de mes parents, c'est la vie aussi des membres de mon équipe. Donc en fait, quand je dis la prévention de la sécurité, ça m'intéresse parce qu'il s'agit de ma vie, ce n'est pas simplement de ma vie dont il est question, c'est de la vie de plein de gens derrière. Vous voyez, je ne suis pas le mec narcissique, négocentrique de la première posture qui ne pense qu'à lui. Donc, je veux rentrer chez moi ce soir, retrouver ma femme, mes enfants, mon mari et mes parents. Donc, je vais être attentif à la prévention et à la sécurité. Être attentif à la prévention et à la sécurité, c'est OK, je fais attention aux affiches, je participe au briefing sur la sécurité, aux arbres des causes, aux REX, aux mails qui ont un lien de près ou de loin à la sécurité. Autrement dit, j'utilise mon cortex préfrontal sur le sujet de la sécurité. Et sans m'en rendre compte, je suis en train de créer des schémas mentaux. Sans m'en rendre compte, je crée ces schémas, je crée des neurones, je densifie les schémas. Et peut-être qu'un jour, face à une situation d'accident, face à une situation dangereuse, mon automatisme va réagir. Et comment va-t-il réagir? Il va aller chercher dans la banque de données le schéma mental que j'ai programmé, que j'ai densifié au fil des mois, au fil des années. Il va l'utiliser. Et ce schéma mental-là va me permettre de rentrer chez moi ce soir-là. Alors peut-être que moi, je ne m'en rendrai pas compte que ce schéma m'a sauvé la vie, mais il m'aura sauvé la vie. Donc vous voyez la différence de posture. Soit j'en ai rien à faire, je ferme mon esprit, je ne fais pas travailler mon cortex préfrontal et donc je prends beaucoup de risques. Ou alors je me dis la prévention, la sécurité, c'est compliqué, c'est un peu usant, mais je m'accroche, j'y vais et je crée en moi des schémas mentaux qui me permettront un jour de prendre la bonne décision. Et puisqu'on en est là, attention, parce que la neuroplasticité, autrement dit la capacité du cerveau à se transformer, là vous avez noté, on se dit il peut se transformer vers le bon, créer des schémas mentaux positifs. Oui, mais attention, la neuroplasticité peut aussi fonctionner en sens inverse, c'est-à-dire être convaincu que la sécurité ça ne sert à rien, être convaincu que de toute façon ça ne changera rien, où il ne se passera rien, etc. Et en fait créer en nous des schémas mentaux, des chemins qui vont forcément avoir une influence négative sur mon comportement. Donc si je suis un salarié, il faut vraiment que j'inverse mes schémas, ma neuroplasticité pour qu'elle soit positive. Et si je suis un RH, un responsable sécurité, un HSE, etc., il faut que je trouve des leviers, et il en existe, pour aider mes salariés à travailler le schéma mental. Autrement dit, à les aider à rentrer chez eux le soir. Et puis, une dernière chose avant qu'on passe à une dernière idée. Donc, vous avez noté, là, on a parlé du mode automatique. Comment je fais pour créer, densifier, travailler des schémas mentaux en mode automatique. Maintenant, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Je voudrais revenir sur une slide de tout à l'heure. Nous passons 5% de notre temps en mode adaptatif conscient. Autrement dit, 5% de notre temps, je vais utiliser mon cortex préfrontal pour faire des analyses, faire des diagnostics et prendre des décisions. Alors, j'ai une question de schizophrène à vous poser. Hein. Faites gaffe. Hein. Qui a pouvoir sur le cortex préfrontal? Oui, tout à l'heure, on a dit que naturellement, le cerveau, il se mettait en mode automatique. Donc lui, paf, il va basculer systématiquement en mode automatique. Donc question, qui a pouvoir sur le mode cortex préfrontal à votre avis? J'ai dit que c'était une question de schizophrène. Hein. Eh bien, la réponse, c'est nous. Alors, il y a quelques réponses qui apparaissent. Il y a marqué le cerveau automatique, l'inconscient, nous-mêmes, nos hormones. Tu vois, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de réponses. L'amygdale et l'hippocampe. Oui, alors effectivement. Après, on a des experts là, on a des experts. Mais grosso modo, regardez, on va rester simple. Celui qui a pouvoir sur le mode cortex préfrontal, c'est nous.
Alors ça paraît bizarre parce qu'on se dit oui, mais alors une partie de mon cerveau se met naturellement. Mais en fait, globalement, pour prendre un terme générique, mais dans les réponses, il y avait des choses très intéressantes. Mais c'est le conscient qui va prendre la main. Et je vais vous citer un exemple tout simple. Ça fait 38 minutes que nous sommes ensemble. Peut-être qu'à certains moments, votre esprit est parti peut-être à regarder un mail, à regarder ce qui se passait autour de chez vous, dans votre bureau, etc. Ou peut-être que votre cortex préfrontal s'est dit, j'en ai marre de ce gars qui parle là, vivement mes vacances à Bora Bora. Vous voyez, grosso modo, votre cortex préfrontal a fait une autre activité. Et puis, consciemment, vous vous êtes dit, oui, mais attends, là, il a changé de slide ou qu'est-ce qu'il vient de dire? Et en fait, vous avez forcé votre cortex préfrontal à se concentrer ou reconcentrer sur notre discussion. En fait, ça veut dire que vous avez repris la main sur votre cortex préfrontal et l'avez concentré sur l'activité que vous jugiez utile, nécessaire ou vitale à ce moment-là. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que nous avons aussi pouvoir sur le moment où nous allons utiliser notre cortex préfrontal. Vous l'avez bien compris, nous ne pouvons pas passer une journée entière en mode cortex préfrontal pour cette raison-là. C'est qu'en fait, le cortex préfrontal, il est trop énergivore. On ne peut pas, c'est pas possible. Physiologiquement, c'est pas possible. C'est à nous de décider quand on va utiliser le cortex préfrontal. Et en prévention et sécurité, il y a un principe fondamental. Le cortex préfrontal, on doit l'utiliser avant, parce qu'après, c'est trop tard. Alors, ça paraît toute bête, cette phrase. Mais en fait, notre cortex préfrontal, on va l'utiliser avant de commencer un travail, avant de commencer une tâche, avant de recommencer une tâche, peut-être après manger ou suite à une interruption, etc. Et en fait, le cortex préfrontal, on va l'utiliser dans le but de faire une analyse rapide de la situation dans laquelle nous sommes. Pas la situation dans laquelle nous croyons être, mais dans laquelle nous sommes factuellement à l'instant où nous allons reprendre ou attaquer un nouveau travail. Et en fait, rappelez-vous ce qu'on a dit. Le cortex préfrontal est capable d'analyser 400 000 unités d'information à la seconde. Donc ça veut dire que, alors dans les entreprises, ça s'appelle réfléchir avant d'agir, la minute d'arrêt, le top arrêt, vous l'appelez comme vous voulez, suivant votre entreprise, mais c'est éduquer les salariés de manière à ce qu'ils prennent 1 ou 2 secondes avant de commencer ou de recommencer quelque chose pour faire une analyse de la tâche, de l'environnement et caler, alors peut-être que ça pourrait être l'objet d'une autre conférence, mais caler leur cerveau non pas sur la représentation qu'ils s'étaient faite du travail ou la précédente réalité qu'ils avaient dans leur cerveau, mais sur la réalité du moment. Ils font leur analyse avec le cortex préfrontal, ils vont commencer leur travail, leurs tâches, etc. Et ils utiliseront ainsi les automatismes adaptés à leur réalité. Donc vous voyez, ça c'est un des leviers dont on dispose, c'est éduquer, inculquer les salariés de manière à ce qu'ils soient capables de faire cette minute d'arrêt, faire une analyse de leur environnement, de la tâche, etc. Et ainsi être sûr qu'ils utilisent en quelque sorte la bonne réalité, les bonnes informations, que le cerveau ait les bons influx nerveux, de manière après à prendre les bonnes décisions, soit en mode cortex préfrontal, soit en mode automatique subconscient. Dernière chose, et après je vous laisse tranquille. D'un point de vue de la neuroscience, à votre avis, laquelle des situations est la plus dangereuse? La A ou la B? Il y a des réponses sur la B. Et je suis assez d'accord que la B est la plus dangereuse. Ouais. Et vous avez raison pour beaucoup de raisons, mais juste on va en aborder une. Les deux conductrices discutent, on est d'accord. Il y en a une qui discute au téléphone et une qui discute avec sa passagère. Avec quelle partie du cerveau discutent-elles? Avec leur cortex préfrontal, puisque pour une discussion, il faut analyser les paroles entrantes, etc. Donc elles discutent avec leur cortex préfrontal et grosso modo, elles conduisent en mode automatique.
Sauf que où la B est plus dangereuse, c'est que, comme elle est au téléphone, elle se fait une représentation dans son esprit, dans son imaginaire de la personne. Donc en plus, elle crée une représentation de la discussion. Mais en plus, elle est seule. Tandis que dans la diapositive A, s'il se passe quelque chose sur la route, on peut imaginer que les deux cerveaux pourront voir, analyser et en quelque sorte tirer le signal d'alarme de ce qui peut arriver sur la route. En fait, comme elles sont à deux, elles vont partager leur vigilance. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on inculque ce qu'est la vigilance partagée. On est capable de voir des situations dangereuses, on est capable d'aller voir le salarié qui est en situation dangereuse pour le prévenir, lui donner des mesures de prévention, etc. Pourquoi? C'est simplement de la neuroscience. C'est que deux cortex préfrontaux valent mieux qu'un. Donc, on ne peut pas compter seul sur l'analyse de son cortex préfrontal ou de son mode automatique. Si on peut se faire aider, on doit se faire aider de quelqu'un qui peut-être, de l'extérieur, va voir des risques, des dangers ou des situations dangereuses que nous, on n'a pas perçues. Et donc, il va nous alerter et nous permettre peut-être d'éviter un accident. Donc, même en neurosciences, la vigilance partagée a son fondement et va nous permettre d'éviter des accidents. Super, merci David. Beaucoup d'informations dans ce que tu nous as donné. Absolument. Moi, si je retiens, hein, j'ai noté déjà que notre cerveau nous fait faire des erreurs. Et il faut être vigilant là-dessus, hein. On trouve toujours qu'un accident, c'est bête, mais on est tous bêtes en effet parce que notre cerveau nous fait faire en mode automatique, comme tu nous l'as expliqué, beaucoup de choses qu'on n'a pas conscience de faire. Et si on y avait juste réfléchi avant, on n'aurait pas agi de la même manière. Deux, trois petites choses, hein. Tu nous as donné aussi beaucoup d'informations sur des méthodes pour éviter ce mode automatique, hein. Et puis je l'ai vu passer également dans le chat, hein, le pre-jog briefing, le temps d'arrêt pour réfléchir à ce que l'on va faire, sur la vigilance partagée, hein. Donc tout ça, il y a énormément de choses en effet, qui une fois qu'on a conscience que le cerveau de tout le monde, hein, le mien comme celui de toute personne, va automatiquement passer en mode automatique et nous effacer un certain nombre d'événements qui se passent autour de nous. Dès qu'on a conscience de ça et qu'on n'est plus dans le jugement de c'est une erreur bête, il n'aurait pas dû, etc., mais qu'on comprend que c'est notre fonctionnement à tous qui veut que on passe en mode automatique. Je pense que dès qu'on a conscience de ça, on peut commencer à mettre en place des parades. Je vois deux, trois personnes qui nous remercient et qui nous quittent parce qu'ils ont plus le temps. J'avais noté une première question tout à l'heure. Alors, on va pouvoir réouvrir les micros pour les reprendre si jamais les personnes sont toujours là. Donc, il y avait notamment une question de la part de Rajdi. Je ne sais pas s'il est encore en ligne, mais il peut ouvrir son micro et te la poser directement. Autrement, je vais le faire. Oui, je suis toujours là. Tout d'abord, je vous remercie pour ce sujet qui est très important. Et je remercie aussi David pour ces informations très, très précieuses. Ma question, c'est ça, c'est dans d'autres environnements où la culture elle a un vrai impact sur les comportements. On pense que l'accident est une fatalité, c'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a… Voilà. Ou bien, moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique ou dans des pays où on pense que l'accident… ça m'a été dit, hein, on m'a dit, oui, l'accident, c'est qu'on m'a jeté un sort. Voilà, ce genre de… voilà, c'est des cultures, bon, ça fait rire, mais je pense que, bon, si on prend l'homme, on ne prend pas l'homme et sa culture et on les met au cœur des procédures, c'est qu'on n'a rien compris. Absolument. Voilà, c'est juste comment comprendre, comment expliquer justement ça. Est-ce que c'est quand vous avez dit, c'est de l'automatisme, c'est de… En fait, votre question, elle est super intéressante et je suis en train d'écrire un mémoire sur la culture, sécurité, etc., les valeurs.
En fait, je crois que pour transcender la culture, non pas pour l'évacuer, hein, parce qu'on peut pas, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on compose avec l'humain, sa culture et ses valeurs. Par contre, je pense qu'il faut donner du sens à ce qu'on est en train de dire. Et pour donner du sens, il faut mettre les gens en situation où on va les faire réfléchir sur le fait qu'ils ont pouvoir sur une partie des choses qui leur arrivent dans la vie, notamment le comportement en matière de prévention et de sécurité. Alors par exemple, je vous cite un exemple, mais ça pourrait être l'objet de longues discussions, mais dans certains séminaires que je fais, on fait, vous savez, des espèces de parcours sécurité tout bêtes. C'est-à-dire, on crée un petit parcours piéton, hein, voilà, d'une trentaine ou une quarantaine de mètres. Sur ce parcours, on met des palettes, des seaux, on crée une armoire électrique, enfin, on fait, vous voyez, plein de pièges comme ça. Et on demande aux salariés de prendre leur téléphone, de faire le parcours et d'envoyer un texto en même temps. Je leur donne un texte et ils doivent m'envoyer le texto en même temps qu'ils font le parcours. Et comme je ne suis pas un garçon gentil, je me mets à côté d'eux et je leur mets une pression temporelle en disant dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire, etc., etc. Et en fait, grosso modo, ils font le parcours, je les fais débriefer avec eux. Bon, qu'est-ce que tu as vu, tu n'as pas vu? Bon, oui, je n'ai pas tout vu, bon, bref, etc. Très, très light, je leur montre ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le cerveau a 2 modes automatiques, et cortex préfrontal, etc. Et après, je les fais débriefer sur le parcours. Et je leur fais refaire le parcours, même message, même parcours, même embûche, avec un changement notoire. Je change une règle. Je les oblige à m'envoyer le texto avant de faire le parcours. Ils font le texto, ils me l'envoient et ils font le parcours après. Et naturellement, eux déduisent naturellement 3 leçons. 1, sur un parcours d'une cinquantaine ou soixantaine de mètres, on va gagner 20 à 25% de temps. C'est-à-dire, écrire le texto et faire le parcours après, c'est plus court que marcher, écrire, etc. Donc, on gagne du temps. Deuxièmement, on compare les messages. Il y a moins de fautes dans le deuxième message qu'il y en a dans le premier. Donc, la qualité du travail est meilleure. Et troisièmement, dans le deuxième parcours, ils sont capables de voir qu'il y avait une embûche, qu'il y avait un seau, qu'il y avait une armoire électrique, etc., etc. Et quand on fait ce type d'exercice-là, on donne du sens à certaines pratiques et on les met, j'aime pas l'expression, mais on les met devant le mur en quelque sorte. C'est eux qui doivent prendre conscience du fait qu'ils ont une part d'influence sur leur comportement et ça n'est pas que, alors, soit Dieu, soit la culture, soit le fatalisme, parce que là, vous avez parlé des cultures africaines, mais dans certaines cultures méditerranéennes, il y a du fatalisme, etc. Mais si je voulais répondre à votre question en une phrase, c'est les amener à comprendre et à leur donner du sens au rituel prévention et sécurité qu'on met en place. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois différents commentaires. N'hésitez pas à ouvrir les micros, hein, qu'on puisse justement échanger sur les thématiques. Bonjour, j'avais une question. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre position envers les sanctions et les punitions dans la santé et sécurité au travail? Ça me fait rire parce que je donnais aujourd'hui une formation en management et ils m'ont posé la même question. J'ai ma conviction que notre objectif quand on est manager, quand on est membre d'un CODIR, quand on est HSE, c'est de donner les moyens aux salariés de modifier leur comportement. Il faut leur donner des clés, il faut les accompagner, il y a des méthodes d'accompagnement. Pourquoi ne font-ils pas? Pourquoi ne respectent-ils pas? Est-ce qu'ils ne veulent pas? Est-ce qu'ils ne peuvent pas? Est-ce qu'ils ne savent pas? Etc. Il y a tout un accompagnement qui va de la vigilance partagée jusqu'au recadrage formel. Autrement dit, il y a un moment où le salarié doit entendre
que le comportement qu'il a, c'est la dernière fois qu'il l'a. Sans ça, il va avoir des conséquences pour sa vie professionnelle. Parce que fondamentalement, et pardon si je suis un peu dur, mais on ne peut pas acter, on ne peut pas garder dans une entreprise quelqu'un qui met en péril régulièrement sa santé et sa vie. On ne peut pas le garder. Pour une simple et bonne raison, c'est que si on le garde, on met en péril sa vie à lui d'abord. Donc, on l'accompagne, on l'aide, on le coach, on lui donne tous les moyens. Mais si au bout d'un processus, alors qui est interne à chaque entreprise, hein, mais au bout d'un processus bien établi, si au bout du bout, on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas respecter les consignes de sécurité, il ne peut pas rester dans l'entreprise parce qu'il met sa vie en danger. Et vous voyez, c'est là où on se trompe. La première raison pour laquelle il faut aller vers des sanctions, peut-être une procédure, j'en sais rien, mais c'est que d'abord, cet humain-là, il doit rester en vie et on doit l'aider à rester en vie. Donc, au terme d'un accompagnement, si au bout du bout, il ne change pas son comportement, on ne peut pas le garder parce qu'il met sa vie en jeu. Après, il y a d'autres conséquences. Hein. Il met sa vie en jeu, il met l'entreprise en jeu, il met la vie de l'entreprise, etc. Mais on ne peut pas garder fondamentalement quelqu'un qui met sa vie en jeu régulièrement. Pour compléter hein, ce que tu dis, David, hein, c'est clair. Il faut que dans l'entreprise, il y ait des étapes de formation, des étapes d'accompagnement, des étapes d'explication, mais il doit être prévu dès le départ et que ce soit clair pour tous, qu'il y ait aussi des conséquences à un non-respect d'un règlement intérieur, de port de pays, de comportement après X remarques et autres sur une méthode qui est pas conforme. Et il faut impérativement avoir à sa disposition également la sanction. Même si bien sûr le but est de l'éviter en échangeant avec la personne, en comprenant pourquoi il agit de telle ou telle sorte, mais l'entreprise doit, le directeur de l'entreprise doit avoir à sa disposition cet outil-là également, la sanction. Il est responsable des conséquences quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, le mot que tu viens d'employer est super intéressant. Dans le L4121, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise que de maintenir en vie le salarié. S'il ne prend pas les mesures qu'il faut, il sera de toute façon… Tout à fait. C'est lui qui sera embêté en termes de responsabilité civile et Absolument. pénale. J'avais Nathalie Lang qui avait levé la main pour poser une question, si elle veut prendre la parole. Oui, je veux bien. Merci déjà pour cette présentation hein, très, très instructive. Je pense qu'on l'entend tous forcément de son point de vue particulier en fonction de nos métiers divers et variés. Donc pour recontextualiser, moi je suis ergonome. Je suis également secrétaire CHSCT et j'enseigne à des étudiants la prévention en HSE. Alors, je voulais réagir sur plusieurs points parce que vous avez introduit le webinaire sur les statistiques. Je vous avoue que sur les 2 premières minutes, j'ai failli déconnecter parce que j'étais un peu gênée par cette approche très focalisée sur le facteur humain. En même temps, je me suis inscrite à une conférence sur le cerveau, hein, donc je savais bien voilà, à quoi je m'inscrivais. Et je suis restée jusqu'au bout, hein, ce qui fait que ça a beaucoup évolué. Simplement, je suis toujours très sceptique sur les statistiques qui décomposent de façon aussi nette les différents types de facteurs THO, voilà, technique humain organisationnelle, dans la mesure où on sait que tout accident est forcément pluricausal. Donc moi, ce qui me gênait un peu dès le départ, c'est le fait de dire que 2/3 des accidents sont liés à des facteurs humains. Alors qu'on sait bien qu'il y a forcément d'autres causes qui renvoient à cette notion de système. Hein. Toute situation est un système, donc une interaction de plusieurs variables, dont le facteur humain. Et donc, voilà, je m'interrogeais un peu là-dessus. Et je trouvais que c'était très lié à cette notion de responsabilité. Et j'ai un petit peu… j'attendais de voir la vidéo sur le coupable, puisque justement, moi, je lutte beaucoup sur cette notion de coupable
en rappelant aux préventeurs que l'objectif n'est pas de chercher des coupables ou des responsables, mais effectivement de comprendre ce qui, dans l'environnement de chacun, a conduit à l'accident. Donc toujours avec cet angle pluricausal et systémique. Donc ça, c'est la première chose, c'est comment on peut aussi nettement dégager un facteur humain. Moi, j'utilise par exemple souvent l'arbre des causes ou autre, et effectivement, c'est des démarches où on pointe les différents facteurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était en focalisant sur le facteur humain, forcément, on fait plutôt de la prévention secondaire. Moi, j'essaie de viser la prévention primaire en général, d'insister sur le changement des conditions de travail, ce qui n'exclut pas de changer l'humain, évidemment, de le former, de le débriefer, de faire des rex, etc., des défusings, des briefings ou autres. Mais avant tout, j'estime que l'employeur a effectivement, avec ce L4121-1, des responsabilités qui sont de fournir aux salariés des conditions de travail sécurisées. Donc, avant de demander aux salariés de changer, j'apprécie en général, moi, que l'employeur change ses conditions de travail. Ce qui peut jouer aussi sur la charge de travail et donc sur l'attention indirectement, sur les possibilités de perception, d'être multitâche, etc. Un salarié, quand il n'est pas attentif à quelque chose, s'il a plusieurs tâches à faire, s'il est tout seul à faire des choses alors qu'il devrait être à 4, évidemment, on peut comprendre qu'il ne soit pas attentif. Donc moi, ce que j'ai envie de résoudre, c'est le fait du manque de personnel, par exemple, c'est le fait que la charge de travail est trop lourde, etc. Donc c'est plus du facteur humain, c'est de l'organisation. Voilà, donc c'est un peu tout ça, moi, qui me faisait réagir. Merci, je vais essayer de répondre sur le facteur humain par rapport au facteur technique et organisationnel. C'est sûr que le premier niveau d'action est souvent la mise à disposition de moyens techniques pour réaliser le travail. Si vous faites le travail avec une pelle et une pioche ou si vous le faites avec un engin de chantier, la pénibilité ne sera pas du tout la même, le risque d'accident ne sera pas du tout le même, on est bien d'accord. C'est plutôt pour aller plus loin, justement plutôt vers une prévention primaire, où il faut se poser la question, et je ne suis pas d'accord avec votre interprétation que c'est du secondaire, la formation du salarié, la compréhension et donc la formation des managers du fonctionnement de notre cerveau à tous et autres, on est vraiment dans des modes de prévention primaire pour justement diffuser et transformer une culture d'entreprise. On n'est pas sur un secteur en particulier, on va être sur le niveau de prévention le plus large possible qui concerne l'ensemble des collaborateurs. Je vais laisser David de compléter, mais en tout cas, moi, c'est mon niveau de compréhension, mais bien évidemment, la technique et l'organisation sont deux premières pierres à mettre. Le facteur humain est souvent ce qui reste par la suite à continuer à travailler. David? Alors, il nous faudrait 1 heure, c'est Nathalie, je crois. En fait, je partage beaucoup de choses que vous avez dites. D'abord, première chose, effectivement, parce que moi, comme je la fais souvent, mais si vous vous souvenez bien ce que j'ai dit, c'est-à-dire que 68, 70 ou 80% sont liés à un comportement humain, j'ai pas dit que c'était l'humain qui était la cause de l'accident. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, donc quand on fait un arbre des causes ou un REX, que effectivement, c'est pas l'humain qui est à l'origine de l'accident, c'est pas lui qui, soit volontairement, soit même involontairement, a déclenché. Par contre, on se rend compte qu'à un moment, s'il y avait eu une bonne habitude ou une bonne pratique, peut-être qu'il aurait pu éviter le dysfonctionnement organisationnel et technique, et du coup, ne pas être blessé ou peut-être il aurait pu réduire. Donc vraiment, l'idée, c'était pas tant de pointer c'est l'humain qui a un problème, parce que voilà, mais c'est le comportement humain, même quand il y a dysfonctionnement de l'organisationnel et du technique, peut être une parade. D'ailleurs, si vous avez l'air franchement d'avoir des connaissances, dans la théorie ou la modélisation de Reason, qui est les tranches de fromage, il y a évidemment des tranches de fromage organisationnelles et techniques, mais il y a quand même l'humain, que sont l'équipe et l'agent, parce qu'au bout d'un moment, quand les deux dysfonctionnent, l'organisationnel et le technique, c'est l'humain qui va faire la différence. Donc l'idée là, ce n'était pas de dire que c'est l'humain
est le coupable. Et je suis absolument d'accord avec vous. On n'est pas là dans un tribunal pour savoir, mais essayer de comprendre, de décrypter ce qui s'est passé dans un accident, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, juste j'ouvre une petite parenthèse, vous avez l'air d'aimer des chiffres, je vous embête un peu, mais aujourd'hui, il y a 20 000 morts dans les accidents domestiques. Donc 20 000 morts 20 000 personnes qui sont chez eux, qui meurent soit dans le jardin, soit dans la cuisine, soit dans le garage. Ces gens-là, moi je trouve que si dans les entreprises on arrivait à jouer sur leur comportement en termes de prévention et de sécurité, peut-être que in fine, comme à la maison, il y a moins d'organisationnel et technique parce qu'on est tous un peu plus négligents, peut-être qu'on ferait baisser le nombre de morts. Et troisièmement, l'objet de la conférence n'était pas l'organisationnel et le technique, ni le 4121-2, à savoir l'application des 9 PGP par le patron. Mais où je suis d'accord avec vous, c'est que le patron doit être l'initiateur des changements des conditions de travail, notamment prendre le risque à la source, adapter le travail à l'homme, etc. Je suis parfaitement d'accord avec vous, sauf que là, ce n'était pas fondamentalement l'objet de notre discussion. On en a d'autres sur cette thématique-là. Alors là, on peut y aller parce que tout le monde a 21, on peut y aller. Mais voilà, c'était vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, et sans culpabiliser, sans jeter la pierre à l'humain, est-ce qu'on a des leviers pour améliorer son comportement? Et moi, j'ai même envie de dire, et pour être d'accord avec vous, pour le jour où le T et le O dysfonctionnent, eh ben, que l'humain, il ait un comportement qui lui permette de rentrer chez lui le soir. J'espère avoir répondu. Et pour compléter, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont repris également de bien distinguer l'erreur et la faute dans le terme de culpabilité et de rechercher le responsable ou le coupable. L'erreur est acceptable, il faut juste essayer de la travailler pour la comprendre et éviter qu'elle se reproduise. La faute, c'est autre chose. C'est quand ça se reproduit que ça va devenir une faute et quand il y a une intention derrière. Et puis d'ailleurs, juste pour compléter, en fait, en neurosciences a été admis le fait que nous faisons 3 à 5 erreurs par heure. C'est-à-dire que 3 à 5 fois par heure, notre cerveau, de par son fonctionnement, son analyse, ses influx nerveux, sa réalité, enfin bon, plein de choses dont on pourrait parler, mais on n'a pas le temps, va nous faire des erreurs. Alors en neurosciences, une erreur, c'est je produis une action en attendant un résultat, c'est pas cette action-là c'est pas ce résultat-là qui est obtenu. Donc en fait, toute la prévention et la sécurité qui est basée sur je veux 0 erreur de la part de l'individu, toute cette prévention et cette sécurité-là ne sert à rien. Pourquoi? Parce que physiologiquement, fondamentalement, et là je suis d'accord avec Nathalie, on va faire des erreurs et ça ne sert à rien d'accabler l'humain. La vraie prévention, la vraie sécurité aujourd'hui, l'angle intelligent, c'est de se dire, OK, il va avoir des dysfonctionnements. C'est sûr, de par l'organisationnel, le technique et l'humain. Et là, on revient à Reason, c'est quelles sont les tranches de fromage, autrement dit, les barrières, les mesures que je peux mettre en place pour pallier aux 5 erreurs qu'il y aura chaque heure. Et là, on commence à faire de la prévention intelligente. Et je suis d'accord avec ce qu'on a dit, c'est multicausal. Ben voilà, sur quelle cause j'ai pouvoir, quelle cause sera un levier pour moi, etc., etc. Et du coup, là, on progresse dans les entreprises. Tout à fait. Et dans la discussion également, pour justement avoir les avis de l'ensemble des équipes. On va prendre une autre question. Je vois que Loïc Glissou avait levé la main. Oui, bonjour. Loïc Glissou, responsable QSE au groupe SIUCH, situé à Tourcoing dans le Nord. J'ai pour habitude, je ne sais pas si c'est le bon terme, d'utiliser l'exemple pour sensibiliser les personnes. J'ai eu, pas plus tard que ce matin, un accident sur une mauvaise pratique. Du coup, la personne n'a pas été formée correctement et donc pensait bien faire et s'est retourné le pouce. Est-ce que la partie, justement, mettre en avant un accident, un exemple, est pertinent au niveau du cerveau pour que les gens se rendent compte et se disent
ah ouais, bon, c'est arrivé aux copains tout à l'heure, je vais peut-être faire attention la prochaine fois, ou est-ce que justement cette exemplarité n'est pas conseillée, parce que c'est un petit peu aussi ficher la personne comme quoi soit elle a fait une erreur, soit effectivement c'est quelque chose d'autre au niveau de la cause. Alors, je ne vais pas répondre à votre question, mais vous allez voir, je vais y répondre quand même. Parce que C'est gentil. le choix d'utiliser un exemple réel, effectivement, d'un point de vue affectif, relationnel avec la victime, c'est toujours un peu compliqué, etc. En fait, ce qui va fonctionner, c'est tout ce qui va permettre, toutes les méthodes qui vont nous permettre de solliciter le cortex préfrontal de nos salariés. Si vous prenez un exemple, si par exemple vous décidez de prendre l'exemple du retournement de pouce, mais que vous faites un exemple descendant en disant il s'est passé ça, voilà, tac, 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 ok, très bien, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, les gens ils vont se mettre en mode je t'écoute en mode automatique et peu vont être dans l'analyse. Maintenant, si vous prenez cet exemple-là ou un autre et que vous faites raisonner les gens, c'est-à-dire vous les mettez devant des cas concrets, pratiques, sans forcément les solutions, comme disait Eric, vous leur demandez leur avis, vous faites des brainstorming, vous faites des workshops sur les habitudes, etc. Grosso modo, d'abord, c'est super ludique. Et ensuite, on va, ce qui nous intéresse plus là, faire fonctionner le cortex préfrontal qui, lui, va faire des analyses, va créer des schémas mentaux comme on l'a vu pour la boîte auto. Et du coup, on va faire du fond. Et plus on va répéter ces moments de partage, d'analyse, etc., j'ouvre une parenthèse, pas forcément long, hein, mais répété. Et non seulement on va faire du cortex préfrontal, mais on va faire de l'automatisme. Dans le fil de discussion, Eric a prononcé le mot de pré-job briefing. Pourquoi ça a été une extraordinaire invention, le pré-job briefing? C'est une habitude qui a été mise en place sur les sites nucléaires comme base la neuroscience, parce qu'à la fois c'est un rituel qui joint le cortex préfrontal, l'analyse des risques le matin, et l'habitude, la répétition des mesures de prévention. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais quelle que soit la méthodologie que vous employez, que ce soit l'exemple de ce matin, un autre exemple, etc., veillez à l'implication du salarié en sollicitant le cortex préfrontal. Juste pour compléter ta réponse, David, alors je vois passer, hein, bien sûr, ça vient du nucléaire et ça vient également du monde de l'aviation, ces outils-là. Et pour compléter par rapport à ce que vous faites, je pense qu'au contraire, c'est très important de communiquer lorsqu'il y a eu un accident. Comme le disait David, il faut bien évidemment avoir une analyse structurée pour communiquer sur les vraies raisons et donc avoir un échange avec la personne pour savoir réellement ce qui s'est passé et bien comprendre tout ce qui est en cause, pas forcément que lui, il peut y avoir d'autres erreurs qui ont été faites par d'autres moments, par d'autres personnes, problème de formation, problème d'équipement, problème de maintenance, etc., etc. Si jamais vous ne le faites pas, par contre, que vous ne communiquez pas sur les accidents, de toute façon, dans l'entreprise, les choses vont se savoir et vous risquez au contraire que l'analyse qui en reste ne soit pas la bonne et ne soit pas aussi complète. Donc, le fait de se servir des accidents réels, ça permet justement de bien montrer que bah, la personne, il lui est arrivé quelque chose, il a peut-être mal agi à un moment donné, il y avait peut-être d'autres raisons pour lesquelles ça s'est produit et ça permet justement aussi d'éviter qu'il soit pointé trop du doigt en disant c'est parce que c'est un nouveau, c'est pour ça qu'il s'est blessé. Ben non, c'est pas simplement parce qu'il est nouveau qu'il s'est blessé. Il y a peut-être également un problème de maintenance, un problème de procédure, un problème d'équipement qui fait également qu'il y a eu blessure. Donc c'est toujours très important d'avoir ce retour d'expérience et cette communication qui peut en être faite. Merci On beaucoup. on va reprendre une autre question. Pour moi, ce sera la dernière, Eric, parce qu'après, encore une, et puis après, j'ai mon groupe Ouais. 4, en fait. Tout à fait. Mais 18h15, on clôt le tout, David, je suis d'accord. Et donc, il y avait Céline qui avait levé la main également. Je vais lui donner la parole. Oui, bonjour et merci pour cette présentation. Donc en fait, moi j'ai juste une question sur un point qui m'a interpellée tout à l'heure où vous avez dit quand on a fait la transition avec le lien entre la prévention et la sécurité, avec la première analyse que vous avez faite, vous avez dit il y a deux possibilités, le salarié qui s'en fout et l'autre. Ouais. Bon,
Voilà, et moi ce qui m'intéresse aussi parce que, on a l'impression alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai quand même le sentiment qu'on fait beaucoup de choses, dans notre entreprise et notamment tout ce qui est évaluation de dernière minute, on l'a développé. On a développé la vigilance partagée. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment je vais capter celui qui s'en fout, parce qu'il y en a, en fait. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, je l'ai pas perçu finalement dans la suite de votre présentation, en fait. Alors, oui, parce que c'était pas, effectivement, c'était pas. Oui, non, mais c'était peut-être pas l'objectif. Mais je comprends ce que vous voulez dire, et ça, c'est. Alors, j'aurais presque envie de vous retourner une question. Je peux y aller? Oui, allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, la ligne managériale, comment je vais formuler ça? Est-ce que la ligne managériale du haut jusqu'aux opérateurs a une sensibilité à la prévention et la sécurité qui fait qu'en fait, ils sont porteurs du message de la bonne parole? Alors, oui, on a beaucoup investi en fait sur des formations, justement sur la culture sécurité et on a formé l'ensemble des managers et l'ensemble des collaborateurs. Donc là, je vous parle de 600 personnes au total, donc c'est quand même beaucoup. Ouais, ouais. Bravo. Et malgré tout, on les a ces gens. Alors, je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit la personne tout à l'heure, sur que le technique, l'organisationnel et le comportement. Moi, je suis convaincue que quand on a fait beaucoup sur la technique, beaucoup sur l'organisationnel, eh bien oui, il faut qu'on joue sur les comportements. Et parfois, on se dit dans une assemblée, allez, on ne se soucie pas des 20 là qui écoutent rien ni rien, mais quand on parle de sécurité, il faut qu'on s'en soucie quand même de cela. Alors, donc on est d'accord, hein, pour bien mettre le cadre, ce sont des salariés qui ne font pas de fautes, qui ne font pas d'erreurs, mais qui globalement RAP, quoi. C'est à peu près le profil. Et ce que je me dis, c'est on en a des gens qui s'en foutent en Bien fait. sûr. Alors on les connaît pas aujourd'hui, on les connaît peut-être pas, on les a peut-être pas remarqués, mais ce sont ceux qui peuvent peut-être faire l'erreur qui va leur causer l'accident, quoi, hein. Absolument. Alors c'est pour ça, Céline, que je vous posais la question sur la ligne managériale, parce qu'effectivement, il faudrait être capable de les repérer, et pour ça, il faut que le manager il ait une sensibilité. Après, pour avoir mis ça en place, notamment dans un labo à l'étranger, on a demandé aux salariés d'animer des causeries. Alors attention, hein, de 1 ou 2 minutes. Hein. On ne leur demande pas de faire un discours, je ne sais plus comment il s'appelle, à la Fidel Castro qui dure 7 heures, hein, mais de préparer une ou 2 minutes sur un thème ayant trait à la prévention et à la sécurité. Et on a programmé ça, voilà, 1 fois par semaine, etc. Et en fait, ça a été très intéressant pour 2 raisons. D'abord, les impliquer les a obligés à sortir de leur zone de confort et de parler de sécurité, et pas simplement d'être un acteur passif d'une causerie. Et deuxièmement, ça nous a permis de détecter les gens qui globalement nous poseraient problème à l'avenir. Et du coup, à eux, on a essayé de faire des accompagnements légèrement plus personnalisés pour essayer de les embarquer avec nous. Après, soyons hyper réalistes, hein, il y a des spaghettis mous, hein, c'est-à-dire il y a des gens, même en les poussant, ils resteront mous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que peut-être qu'une des réponses à votre question, c'est d'impliquer un salarié dans quelque chose qui a un lien avec la sécurité. Il ne faut pas que ce soit lourd, il ne faut pas que ce soit pénalisant, faut pas que mais pour voir comment ils se comportent. Et souvent d'ailleurs, en donnant une responsabilité comme ça, on arrive à les embarquer un petit peu avec nous. Et on remarque tout de suite les réfractaires. Merci. Ça peut être un levier. Il y en a peut-être d'autres, hein, en termes de partage d'expérience. Je n'ai pas la science infuse. Hein, mais... Totalement d'accord avec ce que tu dis, David, d'impliquer les gens, que ce soit dans les arbres des causes, que ce soit dans des projets de réaménagement, pour justement les faire s'exprimer et leur faire des choix également, de pouvoir participer aux décisions, c'est très important. Après, je pense qu'il faut aussi bien voir que on peut tous aussi être cette personne-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi des moments dans la vie où on n'aura pas forcément la sensibilité à vouloir s'occuper de prévention en termes de sécurité. Donc je pense qu'il faut voir quand les personnes, avoir un contact suffisamment proche, donc d'avoir ce que tu disais, hein, tous les maillons de la chaîne managériale suffisamment proches de leurs collaborateurs pour voir si
des personnes font un peu moins attention. Ils ont peut-être des soucis à titre personnel qui font qu'ils sont préoccupés par autre chose et qui sont beaucoup moins réceptifs dans les problématiques de leur travail. Et ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas lié à telle ou telle personne. On peut tous être soucieux pour d'autres raisons. Donc c'est vraiment ce contact très proche, je dirais, ce lien très proche entre le manager de terrain et le collaborateur pour justement détecter ça. Et puis je dirais d'une manière organisationnelle, le fait d'essayer de faire participer chaque collaborateur à un des outils de prévention qui peut être déployé dans l'entreprise, que ce soit les arbres de cause, que ce soit les raménagements de postes, des projets d'amélioration, de transformation, mais essayer de toucher. Alors 100%, c'est toujours difficile, mais d'essayer de les avoir et pas de les mettre de côté parce que si on renforce le fait en disant oui, mais celui-là, il ne sera pas très positif, on va le renforcer dans ce comportement un petit peu à l'écart des autres. Donc essayer de les amener plutôt, de les noyer dans un groupe de travail qui va être dynamique pour les obliger à évoluer et à participer. Et la plupart du temps, ça permet quand même de les récupérer. Voilà. Je ne sais pas si on a épuisé toutes les questions, mais l'heure tourne et il est déjà 18h18, donc on va en rester là. Un grand merci à tous d'être restés nous écouter. Vous aurez la diffusion du webinaire, du replay dans les jours qui viennent. Un grand merci à David pour nous avoir fait cette présentation. Moi, je vous dis à très bientôt, le 5 juillet pour la prochaine, et puis on réabordera cette thématique parce que je pense qu'elle est très riche, notamment sur Préventica Lyon, où on va revenir à nouveau sur la compréhension de ce phénomène. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir David, merci. Au revoir à tous, bonne soirée. Au revoir.